La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Rémi Bouillet, un chef qu'on a rencontré sur le salon Omnivore et avec qui on avait envie de poursuivre la discussion. C'est le jeune chef et cofondateur du salon de thé Crème à Montrouge. Crème qui s'écrit avec un K et qui est la contraction de Karen, sa compagne, et Rémi. Voilà, mais ça vous allez voir que Rémi va nous le dire très bien dans l'épisode, et il va également nous parler de son jeune âge, car franchement Rémi est très jeune pour avoir ouvert sa boutique. Je vous laisse la petite surprise de quel âge il a exactement, vous le découvrirez dans l'épisode. Du coup vous allez voir les petits soucis et l'expérience qu'il a eu suite à ça, et il va également nous parler de sa vision. Sa vision est notamment de l'utilisation, ou plutôt de la non-utilisation des colorants. Et on est un petit peu désolé pour la qualité du son qui n'altère en rien la qualité du contenu. On espère que ça vous plaira quand même. Et puis mine de rien, le plus important c'est qu'on entende Rémi et puis nous Vincent... Nous c'est pas très grave, vous allez voir, on nous entend un petit peu moins bien, mais l'important c'est vraiment Rémi. Et sur ce, on vous souhaite une bonne écoute et on vous retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on a une belle vue sur la place de la mairie de Montrouge, je ne me trompe pas. Donc dans un labo vitré. Franchement, ça c'est quand même hyper agréable avec vue sur l'extérieur, t'es pas en sous-sol. Et on est dans une pâtisserie qu'on découvre avec Clémence. Salon de thé aussi. Pâtisserie salon de thé, ouais. On est chez Crème à Montrouge et avec le chef Rémi Bouillet. Ça va ? Ça va au top. Super. Merci de nous accueillir, on est ravis. Et trop cool le labo avec la lumière du jour. Ouais, parce que c'est pas commun. On était en train de dire la revanche sur la vie parce qu'on a l'habitude d'être au sous-sol. Et là, du coup, toi, t'as ouvert ta boutique et tu t'es dit, non, je serai pas au sous-sol, je serai en haut et ce sera beau. C'est ça, on avait envie de voir le jour. Même pour les collaborateurs, c'est plus agréable de travailler comme ça, de voir le jour. C'est cool. Trop bien. Du coup, pour commencer, peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas trop ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous décrire par où tu as commencé, un peu les maisons, etc., avant d'arriver dans ton propre salon de thé ? Alors, du coup, j'ai fait un bac pro boulangerie-pâtisserie en 3 ans au lycée d'Étiole dans le 91. Ok. J'ai commencé à travailler directement après, parce que j'avais envie de travailler. J'ai commencé à travailler chez Angelina avec Sébastien Bauer. J'ai travaillé également avec Benoît Castel à Liberté au moment de l'ouverture. J'ai travaillé avec Karl Marletti et j'ai également travaillé pour le groupe Thierry Bordoncle qui avait 30 restaurants à l'époque et c'était une centrale de pâtisserie où on dispatchait. Donc c'était pour voir le gros volume et c'était vraiment super intéressant. Est-ce qu'on peut rappeler ton âge ? Parce que là, quand on t'écoute, on entend toutes ces expériences et on peut pas se douter. Du coup, j'ai 25 ans. Ouais. Voilà. 25 jeune. ans. Et Crème a ouvert depuis 2 ans, c'est ça ? Exactement, ça a ouvert il y a 2 ans. Ouais. Une sacrée aventure, l'espace est grand, il est beau. Franchement, quelle est la spécificité ? Déjà, vous faites évidemment tout vous-même. Voilà, on fait tout nous-mêmes dans notre laboratoire juste au-dessus de la boutique. On travaille également des produits de saison, pour nous c'est super important. Et également on travaille sans colorant, qui est pour moi aujourd'hui c'est la chose la plus importante dans mes créations. Ouais, parce que c'est même pas sans colorant artificiel comme on peut entendre, c'est sans colorant. Zéro colorant. J'ai jamais rentré un colorant dans mon laboratoire. C'est vraiment un parti pris, mais qui justifie totalement, je trouve. Et ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de couleur, puisque tu fais des glaçages avec des purées de fruits. Voilà, c'est ça. Je travaille en fait les fruits en saison pour faire des glaçages, pour colorer la vitrine. L'hiver, j'accepte d'avoir une vitrine un peu moins colorée. Après, on a les pamplemousses, on a la grenade, on a les fruits exotiques. Bon, ça engage un autre problème, la provenance. Mais voilà, ça, c'est aussi des choses où on peut travailler un peu plus tard. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as déjà eu des clients qui t'ont un peu, pas reproché, mais qui t'ont signifié que ta vitrine manquait de couleur ou
Non, ça n'a pas été reproché. On m'a souvent demandé en hiver des fraisiers, j'ai toujours refusé. Voilà, pour moi, c'est impossible. Pour la saisonnalité, ouais. Mais ça a été une communication qu'on a mis en place dès le départ. C'est-à-dire que voilà, vous avez des produits de saison. Voilà, l'hiver, vous avez du chocolat, du caramel, du praliné, des fruits exotiques, encore une fois. Voilà, on est sur des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus réconfortantes l'hiver quand il fait froid. Et c'est comme ça que je vois la pâtisserie aujourd'hui. Quand il fait froid, on a envie de manger quelque chose d'ultra gourmand. C'est pour ça que ça correspond, donc on m'a jamais fait encore la remarque. Ouais, parce qu'en fait, vous avez eu dès le début un peu ce rôle d'explication, de pédagogie et de bonne communication auprès des clients, mais c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut faire parce que on est tous tellement habitués à trouver des couleurs et des fraisiers. Enfin, c'est pas pour rien si on te demande des fraisiers en hiver, c'est parce que souvent il y a des bûches aux fruits rouges, par exemple. Ça, pareil, c'était. Ou des bûches aux. Ouais, non. Ça a été très compliqué, ça. Alors, ça a été une grosse remise en question. Est-ce qu'on fait la fameuse bûche fruits rouges à Noël ? Ouais, non, on m'a dit. La première année, on est d'ouvrir, on a dit bon, j'allais travailler des fruits, enfin voilà, on va essayer. Sauf que j'ai pas réussi, j'étais pas content de moi, et l'année d'après, stop, on a dit c'est stop, on fait plus ça, on habitue le client. Le client est roi, oui, mais c'est à nous aussi, ils viennent chez nous pour vivre une expérience, pour accepter de se laisser diriger et guider pour ce qu'on leur offre. Vous aussi pour goûter l'univers que vous leur proposez. C'est ça. Ça a été plus compliqué parce qu'on est en banlieue et il y a des gens qui sont très ouverts et il y en a d'autres, ils ont encore du mal à passer ce cap-là. Donc c'est pour ça que l'explication et la communication est très importante. Ouais. Et moi j'ai une question dans ces cas-là pour la fameuse bûche aux fruits rouges. Souvent, moi quand j'en ai parlé à des pâtissiers, ils me disent oui mais on peut utiliser des purées de fruits surgelées, du coup ça change rien. Quelle est ta position ? Alors, les purées de fruits, ça c'est quelque chose, c'est bien, ça sert, je vais pas mentir, j'en utilise pour des questions j'ai pas forcément la place de pouvoir faire mes propres purées de fruits. Ça c'est quelque chose que plus tard on a la chance d'avoir des fruits de saison ultra bons. Je sais pas, on pourrait tous travailler la fraise en pleine saison, la transformer et faire nos purées de fruits nous-mêmes. Après c'est chacun. Après c'est une question de temps aussi. Question de temps, de logistique, je dirais plus. Aujourd'hui, je peux pas faire. Mais c'est des choses que je vois demain, personnellement, éthiquement, de faire ces purées de fruits en pleine saison. Mais encore une fois, est-ce que de faire ces purées de fruits et les sortir en hiver, non, j'y arriverai pas. Ouais. Là, je suis parti, par exemple, sur des fruits où, peut-être, je les ai... par exemple, la figue, j'ai fait un sirop que je les laisse maturer. Je suis en train de faire des essais 2-4 mois. Et est-ce que je vais goûter, mais là, si je sors ça au mois de janvier, je vais me dire, est-ce que je vais ressortir de la figue au mois de janvier ? Est-ce que ça va correspondre aussi à ce que je vais vouloir véhiculer ? En fait, c'est une question de cohérence par rapport à ton message. Ouais, voilà. Alors que c'est totalement cohérent vu que je le travaille en pleine saison. Mais attends, juste là que tu laisses maturer des figues dans leur jus 2 à 4 mois ? Je fais des essais là, je m'amuse. J'ai fait un petit sirop avec une petite saveur particulière. J'ai essayé. J'ai dit j'ai des figues, allez on s'amuse, voilà. Donc là, je me suis amusé. Là bientôt je vais pouvoir goûter celle. Ça fait 2 mois. Après 4 mois, on verra ce que ça donne. Ça se trouve ça va être raté, mais c'est pas grave. J'adore cette optique de faire des essais sur le si long terme, tu vois. C'est des choses que cette année ça sortira pas, mais ça se trouve dans 2 ans ça sortira. Donc je travaille quelque chose, ça se trouve dans 2-3 ans. Ce sera quelque chose que j'aurais travaillé 2-3 ans en avant et c'est ça qui est cool. Du coup, franchement, en t'écoutant parler, on se rend compte que tu te poses plein de questions et que t'aimerais un peu que tout fasse sens ou soit cohérent avec la ligne que t'as choisie. Tu nous parlais des fruits exotiques et du coup l'autre question de la provenance. Enfin, on sent bien que peut-être que c'est ta nouvelle génération qui peut plus en fait prendre pour acquis ce qui se faisait et qu'on apprend au CAP ou qu'on apprend à l'école et qui un peu repense tout le mode de production, c'est ça ça me fait plaisir parce que c'est totalement ça qu'on pense, parce qu'on est plusieurs à le penser. Voilà, je suis pas tout seul. Oui, t'en as d'autres, des copains pâtissiers qui... Exactement, et aujourd'hui, c'est la provenance. Si je pouvais, j'aimerais avoir mon verger, Enfin, voilà, c'est Jean-François Fouché, il a 5-10 ans d'avance pour moi. C'est quelqu'un qui est en avance pour tout le monde. Les cuisiniers sont aussi beaucoup en avance par rapport à ça. En pâtisserie, je trouve qu'on est limité. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait ultra cool, quoi,
de pouvoir faire nos fruits. Après, c'est pareil, c'est la logistique, question de temps. Ouais. Mais t'aimerais, plus que du sourcing, ce serait vraiment d'avoir ton autoproduction limite de tes produits. Quoi. J'ai commencé ce métier, je sais pas, en faisant une tarte aux pommes à la maison, où on ramasse des pommes dans le jardin limite, quoi. Et en fait, c'est ça qui est plaisant dans ce métier. Ouais. Et quand on arrive et qu'on grandit, on voit des choses à des échelles différentes, aller à Rungis, moi, ça me fait pas kiffer de travailler des produits de Rungis, alors que ça peut être des très bons produits qui viennent, mais on rencontre pas l'agriculteur, on rencontre pas forcément la personne qui est derrière, qui cultive les produits, qui est autant passionné que nous. Donc voilà. Et t'as toujours voulu être pâtissier? Alors non, moi je voulais être glacier à la base. Ah, Ok. Sauf que pour revenir un petit peu à l'école, on m'a toujours dit oui, la glace, on gagne pas d'argent, enfin c'est un métier qui est en voie de disparition. Ah ouais? Ouais, enfin aussi on gagne de l'argent, mais ça disparaît. Ok. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Tous les oui. métiers, je trouvais, la charcuterie, la boucherie, c'est vraiment des choses qui sont en train de renaître. Et du coup, moi, je voulais être glacier. Donc pour ça, il fallait commencer la pâtisserie. Ok. Alors après, du coup, on m'a dit ça, je voulais être chocolatier. Sauf que il fallait quand même passer par la pâtisserie. Je suis tombé amoureux de la en pâtisserie. fait, tu voulais te spécialiser dadavant dès le début. Ouais, je voulais Et pas... après, en passant par les bases, tu t'es dit, ah mais en fait, c'est très bien. Ouais, la pâtisserie, c'est un super beau métier et il faut être curieux. Oui. Et justement, on apprend tout ça un peu tout seul. Puis après, en vrai, t'as 25 ans, tu as ton affaire, il est jamais trop tard pour que tu proposes, je sais pas, dans quelques années, des chocolats, si t'en as envie, ou des glaces, enfin... Ça, c'est pareil, c'est des projets futurs qui vont... T'en as plein? Mais il faut avoir des projets, c'est ça qui nous permet d'avancer, surtout dans cette période, quoi. Ça nous permet de tenir et se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut rebondir. Et puis même la pâtisserie c'est bien, mais je pense qu'on peut faire plein de choses à côté. Puis surtout, ce qu'on sent et ce que j'ai un peu senti quand on a discuté un petit peu avant l'enregistrement, voilà, comme d'habitude, on vous l'avoue, on discute un petit peu avant, c'est que franchement, on a l'impression que tu fais vraiment les trucs qui te font kiffer, quoi. Genre, tu disais que sur les pâtisseries, il y avait une saveur que t'aimais pas trop, du coup, j'avoue, t'arrivais moins à la travailler parce que tu fais ce qui te fait kiffer. Du coup, il y a un moment où ça va te faire kiffer de tenter de faire des chocolats. Enfin, là, rien que tes tests, tu vois, genre, tu fais tes petites expériences sur 2 mois pour un produit que tu vas peut-être proposer dans 3 ans, tu vois. On sent que tu kiffes faire ce test. On sent vraiment, genre, ce qui t'anime dans tes créations, c'est tu prends ton pied, quoi. Ouais, c'est ça en fait, et j'ai envie que les clients le ressentent parce que au début, quand on a ouvert, on fait des choses classiques, simples, on joue la sécurité, et plus ça va, plus je me lâche et plus les gens adhèrent à ça. Donc on va aller de crescendo et voilà, on a utilisé le Timut, et les gens ont adoré. Le poivre du coup. Ouais, voilà, qui est un faux poivre, c'est une baie. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Ça c'est marrant aussi à expliquer parce que les gens ils se disent oui, on n'a pas le côté piquant, oui non mais c'est le côté agrume, c'est ça qui est super cool. On devrait dire baie de Timut alors? Oui voilà, c'est ça, faux poivre. Oui c'est vrai que on nous en a parlé il y a pas longtemps. Avec Clémence dans un restaurant où on nous disait qu'on confond souvent les baies et les poivres, mais toutes les baies ne sont pas des poivres. C'est ça. Et du coup, voilà, donc j'ai vraiment envie de faire ce que j'aime. C'est pour ça aussi que j'ai monté mon affaire. Parce qu'il y a des fois, je travaillais pour d'autres personnes et j'arrivais pas forcément à aimer ce que je faisais parce que c'était pas forcément mon identité. Je me reconnaissais pas, encore une fois, pour la ligne de conduite, colorant, la provenance, tout ça. Et là aujourd'hui, j'inculque aussi à mes équipes ça, je veux cette ligne-là, ça match ou ça match pas, et puis voilà. Et du coup là, ça fait quand même 2 ans que tu as lancé Crème avec Karen. C'est ça. Qui est donc Crème, la contraction de Karen et Rémi. Petit jeu de mots. Est-ce qu'il y aurait des conseils que tu te donnerais à toi il y a 2 ans? Il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas quand tu crées ta boutique Peut-être ne pas hésiter à prendre des risques dès le début, quelque chose comme ça. Franchement, si tout était à refaire... Alors oui, bien sûr, il y a des choses qu'on ferait différemment, mais globalement, je suis assez content. C'est peut-être plus la partie, c'est voir plus loin, parce qu'encore une fois, on joue la sécurité. Oser davantage dès le début. Ouais, voilà. Par exemple, le laboratoire est peut-être un peu trop petit, et du coup, parce qu'on s'est dit, on sait pas si ça va marcher. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, et peut-être penser plus différemment la logistique. En fait, les locaux existaient déjà ou vous avez fait... On a tout créé, c'était brut, il n'y avait même pas la mezzanine là sur Ah oui, donc vous auriez pu augmenter la taille du labo en effet. Alors on voulait, tout a été compliqué parce qu'on voulait le salon de thé, des places assises. Non, à la base je voulais le laboratoire ouvert, sauf que le lieu ne s'y prête pas. Donc voilà, il y a plein de choses où il fallait faire des concessions. Après je regrette pas,
faut jamais regretter en fait. Et on avance et on trouvera les solutions. Bon, alors là, ce sera peut-être pas très parlant pour les gens qui nous écoutent, mais dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est de passer à crème, comme ça vous visualisez le mieux, parce que là, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais juste pour en revenir à ton parcours et à ton utilisation à ta non-utilisation plutôt des colorants, est-ce que tu penses que, je sais pas quand est-ce que tu as ressenti cette volonté, mais je crois que Benoît Castel n'en utilise pas trop. Est-ce que ça a joué ou ça t'a éduqué à comment ne pas les utiliser, comment les mettre de côté, etc. Bah en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on commence je dis marrant parce qu'on commence ce métier très jeune. Et du coup, quand j'ai commencé chez Angelina, j'étais stagiaire et mes potes d'aujourd'hui, c'était mes chefs. Et du coup, c'est grâce à eux qui étaient... Sébastien Bauer était très ami avec Benoît Castel. Donc forcément, en fait, il y a une alchimie entre toutes ces personnes. Et toutes ces personnes pensent la même chose. Donc du coup, Benoît Castel, voilà, il a quelque chose sans colorant, le produit naturel, le très bon produit. Et bah, du coup, toute notre bande de potes, bah, on a toujours pensé comme ça. Et bon, ils sont plus vieux que moi. Et ils m'ont toujours inculqué ça. J'ai notamment mon copain Diego qui a mis Cielo à Bordeaux. Ah oui. C'est un très très bon copain. Cervantes. Exactement, c'est un très très bon copain. Anthony aussi qui vient d'ouvrir son restaurant. C'est des bandes de potes de chez Angelina, Benoît Castel. Ils sont plus vieux que moi, ils m'ont toujours dit voilà. Et je les ai toujours écoutés et ça m'a toujours, j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi c'était pas bien, pourquoi. Et c'est ça qui a été super cool. Et je pense que c'est comme avec les enfants, c'est une éducation à avoir dès le départ. Et avec les apprentis que j'ai aujourd'hui, j'espère que dans 10 ans, ils seront encore sensibles. Donc tu as une volonté de transmission aussi à ton tour, toi. Ah oui, complètement, parce que c'est les générations futures, bon, 25 ans, mais... Ouais, mais je trouve ça fou qu'à ton âge déjà, t'aies déjà cette volonté de transmettre pour les encore plus jeunes que toi, tu vois. Bah, c'est un métier de transmission, c'est pas... Enfin, voilà, moi je donne toutes mes recettes. Mine de rien, ça fait 10 ans que t'es dans le métier. Oui, voilà, mais... Je donne toutes mes recettes, on va pas partir avec nos recettes dans nos tombes. Voilà, j'ai pas de... c'est important, c'est ça aussi qui va faire vivre la pâtisserie. Si on garde tout de notre côté, on va pas évoluer. Ouais. Et je pense que ça allait dans le bon sens de transmettre, qui eux iront plus tard aller dans d'autres endroits, ils vont prendre des bonnes choses et ça va former... ça va se diffuser en fait. Voilà, et même pour eux, c'est enrichissant. Et ils verront si c'est bien, si c'est pas bien, ils feront leur propre choix derrière, quoi. Et alors dis-moi, est-ce que tu as l'impression que le milieu ça bouge ? Est-ce que tu vois des évolutions ou alors au contraire, comment est-ce que tu aimes, dans quelle direction est-ce que tu aimerais que ça aille ? Moi honnêtement, je trouve que c'est des fausses évolutions. Je pense que c'est plus du paraître. Voilà, je pense que les gens que j'ai cités avant, ça fait bien longtemps qu'on n'utilise pas de colorant et aujourd'hui, parce que certains ont un nom, ils ont pas mis de colorant dans leur truc, dans leur gâteau, ça y est, c'est eux les premiers, les pionniers. Et moi, ça m'agace. Et je pense que, par rapport à ce que je disais avant, alors là, je trouve que nous, les plus jeunes, là, on a un noyau, justement, il y a cette notion, on a plus peur de partager, de faire des collabs, tout ça, c'est super cool. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des anciens qui, je trouvais, étaient très... c'était chacun pour soi, ou alors très élitistes. Ils n'allaient pas forcément s'intéresser aux jeunes. Après, voilà, c'est la querelle des anciens et des modernes. J'ai eu la mauvaise expérience, donc voilà, je trouve ça dommage, alors qu'au contraire, c'est grâce à eux qu'on a ce métier, c'est grâce à eux qu'on fait ce métier-là, qu'ils ont mis notre métier en avant, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Et on avait tous de l'admiration, voilà, et je pense que ça bouge, mais pas assez vite. Et ceux qui font bouger les choses, moi je pense à Jean-François Fouché, pour moi c'est l'exemple parfait. C'est des personnes. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Encore une fois, par rapport à sa production avec ses vergers. Moi je trouve il a 10 ans d'avance et il s'exprime, mais très peu, on le voit très peu, je trouve. Alors je pense que c'est quelqu'un, s'il s'exprime, c'est incroyable. Je rêve de le rencontrer. C'est un chef qui. Je sais pas si c'est la totalité, j'avoue ne pas trop savoir quel pourcentage il produit les produits qu'il travaille, mais en grande partie il produit lui-même les produits qu'il vend ensuite, quoi. Mais après faut bien commencer par quelque part, par quelque chose aussi. C'est sûr que si on commence pas par quelque chose, alors voilà, c'est pareil, il y a des questions de logistique, de coût, donc faut bien commencer aussi. Faut commencer et après ça grandit et ça mûrit au fur et à mesure. Et après, c'est des choses qui ont leurs limites parce que on peut proposer que certaines choses à un moment donné. Il faut que la clientèle adhère à ça.
Et je pense que le plus gros problème aujourd'hui, c'est la clientèle qui n'est pas assez bien éduquée. Voilà, ils veulent. Et à ton avis, ce serait à qui d'éduquer la clientèle? Parce que le chef pâtissier est dans son labo, il n'a pas forcément le temps, ni l'énergie, ni les bons mots. Par où est-ce que ça devrait passer? Ça par le staff de vente, quoi. Après, c'est un truc important. C'est au chef pâtissier d'inculquer aussi ses valeurs à ses équipes. De dire, voilà, nous, c'est comme ça. Oui, je suis pas tout le temps en bas. C'est comme ça. Vous expliquez que le chef, il pense comme ça. Et... Je me demandais si la télé, par exemple, avait un rôle à jouer. Ouais, je pense que la télé, ça peut jouer un rôle parce que ça touche directement beaucoup plus de monde. Après, est-ce que ça va véhiculer le même message parce que ça reste de la télé, ça peut être monté, pourquoi pas? Je pense qu'après, il y a un plus gros impact. Mais est-ce que les gens vont être sensibles à ça, vont être touchés derrière leurs écrans en train de... Oui, c'est ça. Il y a un plus gros impact quand c'est de vive voix et quand c'est au moment de te donner le produit que tu vas consommer plutôt que derrière un écran de télé. C'est ça, et de donner la voix aussi au chef. Enfin, moi, quand je sais que je suis en boutique, les gens... les clients, je leur explique. Mais c'est vrai que c'est aussi, pas mal de boutiques, j'ai entendu ou j'ai vu une vraie scission entre le laboratoire et la vente. Ça communiquait pas assez, et du coup les équipes de vente ne savaient pas exactement ce qu'il y avait. Elles ont des fiches parfois avec les ingrédients qu'il y a, mais elles savent pas exactement comment c'est fait. Et j'ai l'impression, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est aussi parce que je suis passionnée, donc je ne vois que ça, mais que les gens se demandent de plus en plus comment c'est fait. Oui, déjà parce qu'il y a toutes ces émissions à la télé, donc forcément les clients ils veulent savoir d'autant plus, ils commencent à connaître aussi vachement comment ça se construit un gâteau. Alors oui, les équipes de vente, c'est compliqué dans le sens où c'est des métiers, alors il y a des gens qui vont être passionnés, mais il y en a d'autres, ça va être un travail. Donc on peut pas aussi dire aux gens de penser comme nous. C'est là où c'est la difficulté de l'humain. C'est là où dans l'entreprise, pour moi, c'est le plus dur. C'est de gérer l'humain et on aura beau leur expliquer 40 fois, voilà, c'est ça, ce biscuit-là, mais pour eux, c'est du chinois, entre guillemets. On nous apprend pas ça à l'école, hein. Ouais, voilà. À gérer l'humain en entreprise. Non, mais c'est clair. C'est aussi une question que je me disais, c'est que t'as lancé ton affaire quand t'avais 23 ans, et mine de rien, bon, je sais pas comment dans ta formation si tu l'as ressenti, mais comment, parce que là tu parles de la gestion de l'humain, est-ce que quand tu as lancé ton affaire, c'est quelque chose que tu appréhendais est-ce que je vais bien savoir manager, est-ce que je vais réussir à tout ce que toute mon équipe, j'arrive à les amener derrière moi? Comment est-ce que tu recrutes? Comment est-ce que tu as géré ce management à 23 ans ou ça peut être assez jeune ou... Est-ce que tu t'es senti serein et à l'aise quand c'est la première fois de toute façon. Ouais. Est-ce que tu t'es senti serein et à l'aise d'un coup? Alors est-ce que tu avais ces appréhensions de me dire bon... Non, j'avais pas ces appréhensions-là en termes de laboratoire, dans le sens où, comme c'est un métier, on commence jeune, ou par exemple, à 18 ans, j'avais des stagiaires qui ont 40 ans, donc ça t'apprend. Pour les reconversions, des trucs comme ça. Voilà, donc ça t'apprend aussi à gérer des gens plus âgés que toi, entre guillemets, hein. Et c'est une façon de voir. Je sais que pour moi, l'humain, c'est le plus important dans un laboratoire, dans une boutique, parce qu'il n'y a pas que le laboratoire. Ce que je vais dire, c'est que sans eux, on n'est rien. Nous, on est 1%. On est le pourcentage qui va faire la différence. Mais 99% de tout le travail, c'est toutes nos équipes. Et ça, je le pense vraiment, parce que Crème, c'est aussi toutes les équipes derrière, c'est tout le staff. Je pourrais pas être tout seul à faire tout, la vente, la pâtisserie. Juste pour information, vous employez combien de personnes? Alors là, on est 9. D'accord. Et il y a 4 apprentis en plus. 9 en labo? Non, en laboratoire, on est 1, 2, 3. 4 même. Et après, en salle, ils sont 4. Et après, il y a 2 apprentis en laboratoire et 2 apprentis en salle. D'accord. Ouais. Ok. Donc en labo, vous êtes plus ou moins 4. 4, voilà, exactement. Ok. En sachant que vous faites aussi sucré et salé. On l'a pas trop dit, mais vous faites aussi une gamme salée. Exactement. Viennoiserie, sucré, pâtisserie et le salé. Pardon, du coup, je t'ai coupé. C'était juste pour avoir une idée. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, l'humain, c'est un métier pour moi, c'est la base de ce métier-là, c'est l'échange. Encore une fois, parce qu'il y a la transmission, il y a l'échange de savoir. Les gens c'est un métier tellement exigeant et on nous demande beaucoup. Il faut que ce soit toujours parfait parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur aujourd'hui. Et les gens, ils oublient souvent. Je dis les gens, les blogueurs, les journalistes, que derrière on a des humains qui sont pas forcément, qui ont leurs problèmes aussi.
et bah, des fois il y a quelque chose qui va être raté et moi c'est ça qui va m'énerver, qui va me mettre en colère. Que t'aimes pas, je peux comprendre, t'as le droit de pas aimer, mais tu peux pas descendre un chef parce que bah oui ça c'était pas parfait. Ok, derrière il y a des humains, il y a des gens qui ont par expérience. Au début quand on est ouvert, il y en a un qui est arrivé qui a dit ouais j'aime pas du tout le lieu, c'est moche, c'est machin. Ok, enfin j'ai mis toutes mes économies, t'as pas le droit de dire ça. Et ça c'est le truc qui va, c'est pas constructif. Non, Quand c'est constructif, voilà, oui, j'ai pas forcément aimé parce que ça, d'avoir la démarche de comprendre aussi où le chef a voulu aller, bah, c'est tout ça qui est important. Et voilà, les équipes derrière, ils se donnent à 10 000% parce qu'ils sont passionnés aussi. Et moi, c'est ça aussi qui m'énerve, quoi. Donc voilà, j'ai un peu dérivé, mais. Mais non, c'est hyper important, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on sent un peu en filigrane que tu parles des influenceurs, enfin, des gens qui finalement ne connaissent pas le métier et qui donnent leur avis sur des pâtisseries. Et puis même là, l'exemple que tu as donné, c'était un peu une critique un peu gratuite où il n'y a pas de sens et surtout de sens et de remise en question un peu, tu vois, c'était vraiment gratuit en mode non, brut, je te dis ça comme ça. On venait d'ouvrir en plus, ça faisait une semaine et enfin ok, la vitrine qu'il y avait à l'ouverture, quand je la regarde, c'est pas la vitrine d'aujourd'hui, il faut laisser le temps aussi. Enfin. Et puis surtout que ça doit faire hyper mal parce que quand tu ouvres ton affaire, c'est ton bébé quoi. Et quand dès la première semaine on te dit des choses comme ça doit faire quand même mal. C'est là où la jeunesse s'est fait ressentir où j'avais pas forcément le recul nécessaire pour me dire écoute c'est pas grave, bon j'ai pris ce recul là mais sur le moment j'ai été dévasté alors que s'il fallait pas. Non mais en plus on oublie un détail, c'est qu'une ouverture tu devais être épuisé. Ouais, tout le monde, il n'y a pas que moi, encore une fois j'insiste, c'est toute l'équipe était épuisée. Forcément. Donc c'était mais pas... ça c'est un des grands débats qu'on retrouve souvent quand on essaye de réfléchir, c'est est-ce qu'on a besoin de s'y connaître vraiment et de comprendre quelle est la journée du chef pâtissier qui va commencer à 5h du mat pour pouvoir s'exprimer sur la qualité du travail? Bon, la réponse est sûrement non, parce qu'en fait, les gens sont pas pâtissiers quand ils dégustent, mais par contre, c'est bien d'avoir en tête que derrière, il y a quelqu'un qui se donne. En fait, c'est surtout comprendre la démarche. En fait, c'est des gens qui aujourd'hui ont la parole. Ils ont la parole, c'est bien, c'est positif comme c'est négatif. Le souci, quand c'est négatif, c'est que c'est vraiment, c'est pas constructif. C'est ça le problème. En fait. Ça enfonce. Nous, notre communication, j'avais dit à Karen, c'est hors de question. Les influenceurs, c'est je ne donne rien. Ils viennent s'ils ont envie, on échange. Mais en aucun cas, je voulais donner. On est très discret, on monte sur les réseaux, on n'a pas non plus des... C'est pas grave. Le plus important, c'est la clientèle de Montrouge, de Paris qui viennent, ça nous fait plaisir. Tout ça, Instagram, Facebook, c'est du plus, c'est quelque chose en plus et il faut pas le prendre comme objectif aujourd'hui. Donc toi, parce que aujourd'hui le truc c'est quand même les réseaux sociaux et Instagram en particulier, c'est quand même un bon coup de boost de communication. Mais toi, tu as pris le parti pris de pas miser là-dessus. Du coup, je sais pas, t'as plus espéré un bouche à oreille peut-être dans la ville de Montrouge ou cela. On a quand même misé dessus parce qu'on est quand même assez actif sur les réseaux. Mais sans que ce soit une stratégie au sens aller envoyer des gâteaux, les offrir. Les photos qui sont postées, c'est avec nos téléphones, c'est les produits du jour, zéro retouche de. Enfin, les gens ils viennent en boutique, c'est exactement ce qu'il y a. Il y aura peut-être les défauts, mais c'est pas grave. J'ai horreur de voir des gâteaux qui ressemblent pas à la photo que j'ai vue. Je trouve que c'est une publicité mensongère. C'est pas grave, il y a un petit défaut, mais les gens ils voient on va parler d'Instagram, sur Instagram, ils arrivent, c'est la même chose. Et oui, le bouche à oreille, ça met plus de temps, mais ça nous a permis aussi de stabiliser beaucoup de choses. Et peut-être que pour ça, c'était pas mal d'être plutôt à Montrouge qu'à Paris. Voilà, exactement. Et la chance, c'est que je suis pas connu, donc ça, j'ai pas cette prétention. Enfin, c'est pas le but. Ça a permis aussi que les gens. C'est plus long, c'est beaucoup plus long, c'est frustrant. Parce que aujourd'hui, la vitrine qu'on a, j'en suis tellement fier. Elle est belle, hein. Il faut qu'on le dise quand même. Elle est belle, et puis franchement, malgré le fait que tu n'utilises pas de colorant, c'est pas du tout la première chose qu'on se dit. Tu vois, je n'aurais pas su ça. En voyant les vitrines, j'aurais jamais dit c'est marrant, c'est moins coloré qu'une autre boutique, tu vois. Enfin, c'est pas quelque chose qui se ressent. Ouais, c'est super cool. Voilà, après, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est pas grave. On structure tout. Aujourd'hui, je suis serein.
quand les gens viennent goûter les gâteaux. Je sais ce que j'envoie tous les matins, le fil conducteur, la direction qu'on veut prendre. On a plein de projets, on est en train de rechercher là. J'ai rencontré des personnes incroyables et j'ai plein d'idées qui sont en train de bouillonner et justement qui continuent dans cette ligne directrice et c'est le plus important. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut retenir, c'est que là ce que tu as dit, c'est aujourd'hui tu es serein et du coup tu es serein dans les valeurs que tu as voulu inculquer dans ta boutique et du coup je pense que si tu es serein c'est parce que ça marche, du coup je sais. Mais comme tu le dis, le message est en train d'être passé. Et puis nous, surtout, on est vraiment ravis de donner la parole à, en fait, non mais aussi un jeune qui travaille dur et qui croit, enfin tu vois, t'as pris ton rêve à bras le corps et puis tu l'as fait et t'es pas en train de chercher à faire des vagues ou à envoyer des paillettes, juste tu fais ton travail avec ta conviction, c'est ça qui va payer et qui paye déjà. Et c'est bien aussi d'entendre ce genre de discours parce que non mais c'est vrai, ça fait plaisir. Parce que le métier, enfin, tu représentes très clairement quelque chose qu'on montre pas assez. Vraiment. Bah c'est cool parce que c'est vraiment ça. Voilà, on fait une phrase, c'est on fait que des gâteaux, on sauve pas des vies. On est là pour donner du plaisir aux gens. Ouais, voilà. Celle-là, on l'entend pas mal. Ça permet de dédramatiser, tu sais, parce qu'il y a souvent beaucoup de stress. Il faut que ce soit parfait. C'est bien aussi de temps en temps de se dire touche de on fait que des gâteaux. S'il y a un petit défaut sur le gâteau, ma foi, enfin, voilà, il sera tout aussi bon finalement. C'est ça. On a 2 questions rituelles. Voilà, on a nos petites questions rituelles pour finir, parce qu'on a fait un joli petit tour, c'était hyper agréable. Vas-y, je te laisse commencer Clémence. Quel est ton premier souvenir sucré? Tu nous as parlé d'une tarte aux pommes dans ta cuisine, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est moi. Ou alors l'éclair au chocolat. L'éclair au chocolat le dimanche, je sais pas, avec mon père qui a regardé le match de rugby, voilà, c'était l'éclair au chocolat ou la tarte aux pommes. L'éclair, écoute, classique. Ouais, mais souvent, les premiers souvenirs sucrés, c'est des trucs hyper classiques. On entend aussi beaucoup le chausson aux pommes. Ouais. Mais après, je suis pas très gâteau. T'es pas très gâteau? Non, j'aime pas trop ça. C'est ça le problème. Ah là, voilà. On apprend ça en fin d'épisode. Bah écoute, alors si t'es pas très gâteau, peut-être que tu ne vas pas trop dans les pâtisseries, je ne sais pas. Si, parce que la deuxième question, tu vas quand même, tant mieux. Parce que la deuxième question, c'est quelles sont tes petites adresses un peu coup de cœur que tu auras à conseiller aux gens qui nous écoutent, ou même à nous, ou sucré ou salé d'ailleurs. Alors, sur Paris ou en France? En France, banlieue parisienne, Paris. Je fais la pub pour mes potes. Bah, c'est tout pour. Alors, à Bordeaux, il y a Micello, non mais c'est ultra bon. C'est incroyable. Diego, il est pas assez connu, quoi. Je suis là sur Paris, mais je mange ses gâteaux à chaque fois, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on attend? Non mais oui. Vraiment, c'est pareil, c'est ligne de conduite, c'est un produit simple, efficace, mais c'est tellement bon. Mais je dis pas ça parce que c'est mon pote. À chaque fois, je lui dis, c'est incroyable. Et puis, je crois qu'il s'est formé pendant longtemps, il travaillait au Mexique, du coup, pâtisserie un peu à saveur sud-américaine. Incroyable. Je pense que ça doit être hyper intéressant. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me fait depuis longtemps à Bordeaux. Faut qu'on y aille. À Bordeaux, il y a aussi mon pote Anthony qui a ouvert son resto, l'apothicaire, avec un copain cuisinier. Okay. Lui, Anthony, il est pâtissier et pareil, que des produits locaux, des produits de ouf. Pareil, les mecs, ils ont fait des maisons de malades. À Paris, en salé, moi, il y avait Marceau & Co, qui est super bien, Tommy & Co, j'avais adoré. Je connais pas. Moi non plus, Marceau & Co. Il a Tommy & Co, c'est son restaurant étoilé, Hugo & Co, c'est fusion asiatique, et Marceau & Co, c'est plus méditerranéen. Ok. Et très bon, pareil, simple, efficace, mais tout dans le... Génial. Trop bien. Adoré. Anona aussi, dans le 17e, un super restaurant. Ok. Thibaut Spivak. Et après, en pâtisserie... je vais citer mon papa, Karl Marletti, voilà. Non mais franchement, efficace, c'est une maison qui est bien implantée dans Paris et qui, franchement, plutôt une bonne maison. Ouais. Surtout leur fraisier pour le coup. J'adore le fraisier de Marletti. Ok, bah écoute, on va te remercier Rémi, franchement, merci à vous. Hyper agréable, merci de nous avoir accueillis et d'avoir discuté avec nous. Et puis ma foi... À bientôt. Ouais, à bientôt, carrément. C'est le meilleur. Merci. Et voilà, on espère que ça vous aura plu, on espère que ce qu'a pu vous raconter Rémi vous aura emballé et que vous avez été sensible à la vision qu'il a. Maintenant, honnêtement, nous ce qu'on vous conseille de faire pour poursuivre l'expérience, c'est de visiter le salon de thé Crème qui se trouve du coup à Montrouge.
ligne 4, mairie de Montrouge, vous pouvez pas vous perdre, c'est juste à côté. Et franchement, la petite place de Montrouge, très mignonne. Voilà, sinon, évidemment, Rémi, vous pouvez le retrouver sur Instagram, Rémi-Bouillet, B-O-U-I-2-L-E-R, et évidemment, le salon crème.salon de thé sur Instagram. Bon, on n'a plus qu'à contacter l'Office du tourisme de Montrouge pour nos gracieux services. Et puis, vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc @l'envers-du-dessert pour voir dès demain la recette que Rémi nous a offerte. C'est une recette de bronotte, je n'en dirai pas plus. Si ça vous a plu et si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et même un petit commentaire, une lettre d'amour par exemple, sur Apple Podcast, ou vous abonner sur toute autre plateforme que vous écoutez, et puis on va remercier 12. Évidemment, on termine en remerciant 12 qui nous fait les musiques et le mixage de nos épisodes. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.